Voilà. Et quand on arrive au pouvoir, avec qui on parle? Qui sont les interlocuteurs aujourd'hui? Ils sont très segmentés, ils sont très compartimentés. De toute façon, quand on arrive au pouvoir, déjà, tout ce qui relève de la médecine de ville, c'est les syndicats de médecins libéraux qui négocient avec la CNAM dans le cadre de la Convention nationale. Donc, a priori, le syndicat des jeunes médecins généralistes qui était patent, c'est un très bon interlocuteur. Le syndicat des jeunes médecins généralistes. Donc voilà, effectivement, on a un vrai problème de représentation du corps médical en médecine de ville parce que, en gros, c'est des syndicats qui sont très faibles et très divisés. Donc, quand il y a des affaires des élections professionnelles, oui, mais ça traduit une surenchère autour de l'identité libérale de 1927. C'est-à-dire, c'est plus libéral que moi, tu meurs. C'est-à-dire, celui qui part pour en gros être un peu responsable, négocier des progrès un peu pour les patients, par exemple réguler les passements d'honoraires, tout ça, il se fait sabrer immédiatement aux élections professionnelles suivantes. Donc on a un système assez pervers où effectivement, en gros, il y a une pratique de surenchère des syndicats de médecins libéraux qui s'aligne, je dirais, sur la frange la plus... Enfin, ce qu'on parlait, des machines à sous, enfin, les spécialistes, etc., qui sont sur des franges très... C'est historique en France, hein, qui sont sur une position très libérale, enfin libérale pas au sens économique, les médecins libéraux ne sont pas libéraux au sens économique, ils détestent le libéralisme économique, sauf pour les autres. Ils sont payés par la Sécu. Ils sont payés par la Sécu, ils ont un monopole, enfin bon, etc. Donc c'est le contraire de la concurrence. Donc ils sont libéraux au sens des arts libéraux. N'est pas du tout libéral au sens économique du terme, sauf pour les fonctionnaires. Bon, bref. À l'hôpital, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a les élites médicales, les praticiens des PPH, alors surtout parisiens, et puis après il y a les praticiens hospitaliers, il y a les différentes spécialités, donc c'est encore très très éclaté. C'est ça le problème dans la santé. Et ils s'unifient, là je parle de politique, ils s'unifient sur des positions défensives. C'est-à-dire, par exemple, ça pourrait être autour de quand on veut fermer le secteur 2 dit à honoraires libres, qui pose un vrai problème. Donc, en tout cas, le mieux le réguler. Tout de suite, on a les internes qui descendent dans la rue, avec les spécialistes libéraux. Alors là, ils font front, mais c'est ça le problème, c'est qu'on a une représentation des intérêts, en tout cas médicaux, qui est très réactive. C'est-à-dire qui ne s'est pas structurée historiquement pour être une force de proposition, pour faire avancer les choses dans le bon sens, quoi. Parce qu'on dit souvent le système de santé, ce que je disais dans le bouquin de 2007, est victime d'une forme de néolibéralisme des élites technocratiques, étatiques, mais il est aussi victime du libéralisme médical. Enfin, je veux dire, c'est quand même deux formes de libéralisme qui prennent en tenaille, me semble-t-il, la solidarité. Donc, je pense qu'il faut recruter différemment les étudiants en médecine. C'est-à-dire qu'effectivement, tel que le système fonctionne, il va sélectionner ces gens hyper réactifs, ce que tu décris. Et donc, c'est à la source qu'il faut proposer un autre métier. Ça demande de réformer les études de médecine. Complètement. Complètement. Mais par exemple, on pourrait très bien, moi des choses très précises, alors la technique, mais par exemple, la convention qui lie les syndicats de médecins libéraux à l'assurance maladie, c'est une convention nationale qui en gros fixe, en gros c'est une tragicomédie qui se passe tous les 5 ans autour de la valeur de l'acte. C'est-à-dire, on ne parle pas du tout des conditions de travail ou très peu, de la qualité des soins, la valeur de l'acte. C'est là où on a tous les poncifs, on gagne moins que les plombiers, etc. etc. Bon, voilà. Et donc, moi, proposition toute simple, régionalisons la convention. C'est-à-dire qu'en gros, on ferait une convention au niveau régional, les agences régionales de santé, qui négocieraient une convention avec les médecins, et donc on aurait des débats locaux. Et on pourrait définir, par exemple, des modes de rémunération. On va mieux payer nos médecins pour attirer des médecins dans les zones, par exemple, dans les zones déshérites ou dans les régions où il y a moins de médecins. Voilà. Et ça, c'est des dispositifs. Ça, on a dit qu'on ne le ferait pas. Vous avez dit vous-même que les trucs incitatifs, ça ne marchait pas. Ah non, mais là, ça le fera quand même. Parce que, d'abord, si on régionalise aussi comment on appelle ça, c'est-à-dire que les médecins qui sont formés dans une faculté restent dans la région de la faculté. Voilà, bon, voilà. Donc c'est un ensemble de choses, mais il faut revoir aussi la façon dont sont structurés les intérêts dans le secteur. C'est-à-dire, parce qu'effectivement, on a des forces de blocage. En gros, c'est un pouvoir de dire non, le pouvoir médical. C'est un pouvoir de veto. C'est un pouvoir de dire on ne reviendra pas sur la liberté d'installation, on ne reviendra pas sur le paiement à l'acte, on ne reviendra pas sur le secret médical dans sa version intégrale, etc. etc. Bon, voilà. Et c'est jamais un pouvoir de proposition. Et c'est un des gros problèmes, me semble-t-il, et c'est spécifiquement français, hein, parce que dans d'autres pays, il y a une forme de dialogue beaucoup plus constructif. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Angleterre, je pense à la Scandinavie. C'est-à-dire qu'en France, le pouvoir médical, l'identité de la médecine s'est construite contre l'État et la sécurité sociale, il ne faut pas l'oublier, quoi.
Historiquement, ils se sont construits contre ça. Les premiers syndicats de médecins, ils sont apparus pour deux raisons. La première, à la fin du 19e, pour lutter contre les officiers de santé, c'est-à-dire des médecins aux petits pieds, Agents d'État. hein, les agents de l'État, une médecine sociale. Donc rejet de la médecine sociale, la médecine fonctionnalisée, on pourrait dire déjà, hein, la médecine de santé publique. Et puis deuxième, à la début du XXe siècle, pour lutter contre les premières assurances sociales. Donc on n'en sort pas de ce problème. C'est-à-dire que historiquement, toute la charte de 1927 est construite contre la sécurité sociale, et revendiquée. Et donc c'est la matrice culturelle, je dirais, de la médecine de ville, et de la médecine libérale en France, et des médecins aussi. C'est pour ça qu'on a un secteur privé à l'hôpital. Vestige que les anciens médecins hospitaliers sont des anciens libéraux. Donc c'était pour ne pas oublier, Debré en 58, Oui, mais alors on les avait bien éradiqués, ceux-là, et puis maintenant ils sont revenus par la fenêtre. Non, on n'a jamais réussi à fermer le secteur privé. De toute façon, c'est On les a jamais éradiqués. Ah bon? Non. À l'hôpital. À l'hôpital, Moi, bien je sûr. n'ai jamais vu consulter comme ça, comme aujourd'hui. Les praticiens hospitaliers, ils consultent à l'hosto. En privé, oui, bien sûr. Mais bien sûr. J'ai jamais vu ça. Mais parce qu'en même temps, Je savais pas ils que voient ça aussi leur existait. dégradation des conditions de travail. Ils se voient beaucoup moins payés que dans les cliniques. Bon, alors ils se disent, on va se récupérer aussi sur le secteur privé. Je veux dire, voilà, Ils ne c'est gagnent aussi bête que que ça. 6 000 € par mois net. Donc voilà, donc C'est c'est... une misère. Non, mais on peut, oui, c'est important, c'est dans l'art de faire la transition, parce que Oui, c'est ça. si on se prend tout le monde frontalement, Ah oui, non, mais c'est tout le monde frontalement. Bon, il y a des syndicats quand C'est même injouable, un peu hein, progressistes. c'est injouable. quand même. Non, mais il n'y a pas d'homogénéité. non, mais On donc voit ça des veut dire trucs, qu'il mais faut c'est faire injouable. naître la nouvelle médecine, ces nouvelles pratiques, la faire naître, l'aider, tout en comptant les autres, pour éviter que soit ils se remobilisent, soit ils affichent la pagaille partout. Et on trouvera notre public, on trouvera nos nouveaux jeunes médecins, mais il y en a pour 10 ans. Ouais. Plus ceux qui actuellement en peuvent plus de la vie qu'ils ont. Oui, c'est ça. Mais chez les généralistes actuellement, je pense qu'il peut y avoir des personnes Bien qui, sûr. si elles écoutent nos propositions, seront sensibles à nos propositions. Ceux qui seront opposés, ce sont les syndicats dont a parlé Frédéric, qui ne représentent en fait pas grand monde, mais qui sont les plus entendus du fait de la faiblesse du syndicalisme. Mais les jeunes généralistes, aujourd'hui, si on leur propose d'exercer en centre de santé, d'avoir du temps pour traiter leurs patients, ils vont dire oui. Hein. Puis de vivre, parce que ce qu'on nous raconte, c'est dantesque. Avec leur Les famille. plus jeunes camarades qui font ce métier-là, j'espère personne n'a envie de ça. Personne n'a quoi. envie de ça. Oui, ouais. oui. Ouais, Hein c'est terrible. Mais il y a quand même une culture au sein des études de médecine qui est quand même de se dire on va en baver pendant les études et on va en baver les premières années, mais on va se refaire à la fin. Et il faut combattre, il y a un changement culturel, à mon avis, à faire au cours du cursus de formation. La première,